Isabella Loving, 5 ans, a été retrouvée inconsciente à son domicile le 3 avril par des adjoints du shérif du comté de Washoe. Les ambulanciers ont fait tout leur possible pour essayer de la réanimer, mais malheureusement, elle est décédée sur place. De la rage, une rage totale, absolue. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici, je suis Cassie et voici un monde maléfique. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne une petite fille de 5 ans qui est morte chez elle après avoir été malade pendant plus d'une semaine. Et pendant tout ce temps, ses parents n'ont jamais cherché à obtenir de soins médicaux pour elle parce qu'ils cachaient de très sombres secrets. Ceci est l'histoire d'Isabella Loving. Isabella Loving est née à Cold Springs, dans le Nevada, le 5 juillet 2019 de ses parents, Nicolas et Andrea Loving. C'était une petite fille joyeuse et douce qui adorait la couleur rose, danser, peindre dans la baignoire et colorier. Isabella avait aussi 2 grandes sœurs, un grand frère et un petit frère. La mère d'Isabella, Andrea, avait un fils d'une précédente relation et a rencontré Nicolas quand l'enfant avait 2 ans. Le couple s'est ensuite marié et a eu 3 filles ensemble, dont Isabella, avant qu'Andrea ne tombe enceinte, avec un petit garçon, leur dernier enfant, et le fils que Nicolas avait tellement espéré avoir. La famille vivait ensemble dans leur maison située sur Crystal Canyon Boulevard à Cold Springs. Et les parents des enfants, Nicolas et Andrea, possédaient leur propre entreprise appelée Extreme Remodeling LLC. D'un point de vue extérieur, ils menaient une vie relativement normale. C'était jusqu'à ce que l'on regarde leur plus jeune fille, Isabelle. En regardant des photos de la petite fille, on peut voir qu'elle était mise à l'écart par ses parents. Elle est souvent couverte de bleu, elle est maigre et a les cheveux coupés très courts. On peut aussi voir la différence dans ses vêtements, qui semblent être des vêtements usés, comparés à ceux plus neufs que portent des frères et sœurs. Sur beaucoup de ces photos, la petite Isabella a l'air triste et mise à l'écart, et alors que ses 2 sœurs dormaient dans de beaux lits queen size à la maison, Isabella était obligée de dormir sur un matelas de la taille d'un berceau posé par terre. Cependant, il ne semble pas qu'Isabella ait toujours été ainsi traitée. Parce qu'une ancienne nounou des enfants a publié des photos en ligne et elle montre la petite fille alors qu'elle n'était qu'un bébé. Elle a l'air heureuse, en bonne santé et bien soignée. Cette femme, qui s'était auparavant occupée des enfants aimants, a confirmé qu'Isabella avait, à un moment donné, été traitée comme ses frères et sœurs. Je suis Isabella. Après la naissance du frère de la petite fille, Andrea est restée à la maison avec les enfants, rendant la nounou inutile. C'est à cette période qu'on pense que les choses ont commencé à changer pour la petite Isabella. Andrea avait auparavant travaillé aux côtés de son mari, gérant leur entreprise de rénovation domiciliaire, Extreme Remodeling LLC. Bien que le nom de cette entreprise ait été changé plusieurs fois, ce qui était probablement dû au fait que le couple était accusé de voler leurs clients. Il a été allégué que Nicolas et Andrea avaient utilisé des acomptes reçus pour des réparations chez certains clients afin de financer des travaux chez d'autres clients. Le mari et la femme ont soit complètement raté le projet et ne sont jamais revenus pour le réparer, ou bien ils quittaient simplement le projet en cours de réalisation et ne revenaient jamais pour le terminer. Donc, cela vous donne une meilleure idée du genre de personnes que sont vraiment Nicolas et Andrea. Vers 6h50 du matin le 3 avril 2025, le père d'Isabella a contacté les services d'urgence disant que sa fille de 5 ans, qui avait été malade la veille au soir, n'avait maintenant plus de pouls et était froide au toucher. Les premiers intervenants se sont précipités au domicile sur Crystal Canyon Boulevard et dans une chambre à l'étage, ils ont trouvé la petite Isabella qui ne réagissait plus. Elle était allongée près d'un petit matelas pour enfants posé au sol. La petite fille avait des blessures visibles sur tout le corps, y compris au visage, aux hanches, au bassin, aux bras et aux parties génitales. Elle avait également des traumatismes buccaux et au moins 10 blessures rien qu'au visage. Malheureusement, les premiers intervenants n'ont rien pu faire pour elle, et Isabella Loving, âgée de 5 ans, a été déclarée morte sur les lieux en raison de ses blessures. Les ambulanciers ont vite suspecté les circonstances de la mort de la fillette, appelant ainsi les autorités au domicile.
Lors des premières déclarations recueillies par la police, Nicolas a indiqué qu'Isabella était récemment tombée de son camion et qu'il avait dû la saisir par les bras pour l'empêcher de tomber sur le trottoir, mais que cela avait provoqué des blessures à ses bras. Il a également déclaré qu'un accident survenu le même jour, au cours duquel Isabella avait reçu un coup de batte de baseball en plastique au visage par un autre enfant, avait entraîné un œil au beurre noir. Ensuite, Nicolas a informé la police qu'Isabella était également tombée de son camion une seconde fois, moins d'une semaine auparavant. À cette occasion, elle était tombée sur le trottoir et s'était fait une entaille à la tête. Il n'a donné aucune explication pour ses autres blessures. Le père a poursuivi en décrivant Isabella comme étant très maladroite, disant qu'elle tombait souvent, y compris dans les escaliers, à plusieurs reprises. Selon Nicolas, lui et sa femme avaient prévu de l'emmener chez un spécialiste en juin pour comprendre pourquoi elle tombait aussi souvent. Ensuite, les deux parents de la fillette ont déclaré aux enquêteurs qu'Isabella avait été malade pendant environ 9 à 10 jours avant sa mort. Et pendant cette période, elle crachait du sang et du mucus, et la nuit précédant sa mort, elle avait vomi. Ils ont affirmé qu'ils l'avaient couchée entre 19h et 20h. Et ensuite, ils avaient été réveillés au milieu de la nuit par l'un des frères et sœurs de la fille, qui a dit qu'elle vomissait et qu'ils étaient inquiets pour elle. Les parents se sont levés, ont vérifié qu'Isabella allait bien, puis sont retournés se coucher. Nicolas avait encore vérifié l'état de sa fille durant la nuit avant qu'il ne découvre son inconscience le lendemain matin. Quand les autorités ont demandé aux parents pourquoi ils n'avaient ni pas emmené leur fille à l'hôpital plus tôt, si elle était vraiment aussi malade. Aussi longtemps qu'ils l'ont affirmé, les parents disaient que c'était pour empêcher les médecins de voir ses blessures. Et ils ont également déclaré qu'on leur avait conseillé par le passé de ne pas chercher de soins médicaux pour elle tant qu'elle n'avait pas été malade pendant au moins 12 jours, ce qui n'a absolument aucun sens. Le couple a également exprimé aux agents qu'ils avaient peur que les services de protection de l'enfance s'impliquent à nouveau dans la vie de la famille. Parce que, comme on l'a découvert, sans grande surprise, les services de protection de l'enfance avaient récemment ouvert un dossier contre les parents, cependant, il était maintenant fermé. Peu après leur première déclaration à la police, Andrea et Nicolas ont été convoqués au département du shérif du comté de Washoe pour un nouvel interrogatoire. Au cours de son entretien, le père d'Isabella a nié avoir jamais donné de fessée, frappé, poussé ou donné de coups de pied à sa fille, et il a déclaré qu'il n'avait aucune explication pour ses blessures graves. Parce qu'il travaillait beaucoup et n'était pas à la maison. Lorsque la police l'a interrogé au sujet des éraflures qu'ils avaient remarquées sur ses mains et ses doigts, il a insisté sur le fait qu'elles provenaient simplement de son travail. Ensuite, Nicolas a continué à décrire plusieurs incidents qui s'étaient produits au cours des dernières semaines et qui pourraient expliquer les blessures d'Isabella. Il a déclaré que sa fille était tombée de son pick-up Ford environ une semaine auparavant. Cependant, avec le temps, le père a commencé à donner 2 versions différentes de cet incident. Dans la première version, il a décrit sa fille comme étant tombée et s'étant cogné le visage contre le trottoir. Dans l'autre version, il a dit qu'Isabella avait mis ses mains en avant pour amortir sa chute, sans se cogner le visage. Le père a ensuite raconté aux enquêteurs que dans la nuit du 2 avril, la fillette de 5 ans s'était plainte de ne pas se sentir bien et d'avoir froid. Quand il a pris sa température, elle était d'environ 35 ou 36 degrés, mais il n'a pas jugé nécessaire d'appeler un médecin. À la place, il lui a simplement donné un bain et l'a mise au lit. Nicolas s'était lui-même couché vers 21 ou 22 heures, puis il avait été réveillé vers 7 heures du matin par quelqu'un dans la maison, paniqué parce qu'Isabella ne respirait plus. Mais au cours de cet entretien, le père finirait par admettre que lui et Andrea avaient en fait trouvé leur fille ne respirant plus. Vers 2 heures du matin, cependant, ils n'ont pas appelé à l'aide, attendant plutôt près de 5 heures avant de le faire. Selon Nicolas, c'est parce que pendant ce temps, il était occupé à consoler sa femme très bouleversée. Il a aussi reconnu lors de l'entretien qu'ils enfermaient Isabelle dans un espace de 1,5 m sur 1,5 dans la chambre de la fille. Il a dit qu'il avait enfermé sa fille là-dedans à une occasion comme punition, mais que c'était surtout sa mère qui l'y mettait. Lorsqu'Andrea a parlé avec les détectives, elle leur a dit que la petite fille était enfermée dans le petit espace de 1,5 m sur 1,5 m comme punition pour des choses comme voler des bonbons dans la chambre de ses parents. Elle leur a également indiqué que 4 jours avant l'appel au 911 le 30 mars, elle avait vu son mari Nicolas donner un coup de pied à Isabella à l'entrejambe. Ensuite, elle l'a vu la traîner par la capuche en haut des escaliers. Après cela, elle a entendu Nicolas crier sur Isabella avant qu'il n'y ait un bruit sourd contre le mur, comme s'il avait jeté l'enfant.
La mère a remarqué qu'un gros œil au beurre noir se formait sur sa fille, le lendemain. Andrea conclut son interrogatoire en disant au détective « Je devrais aller en prison pour ne pas l'avoir aidé et Nick pour l'avoir tué ». La police a aussi interrogé les grandes sœurs d'Isabella, qui ont raconté avoir été réveillées vers minuit et forcées de descendre. Leur père leur a dit que leur sœur était morte et qu'elles allaient peut-être partir pour un long voyage. À ce stade, les détectives avaient assez de preuves pour inculper et arrêter Nicholas Loving, 35 ans, pour un chef d'accusation de CA ayant causé des blessures corporelles importantes. Il a été détenu sous une caution de 10 millions de dollars uniquement en espèces. Et même si Andrea avait dit à la police qu'elle devrait aller en prison pour ne pas avoir aidé sa fille, ce qui est tout à fait vrai, elle n'a pas encore été arrêtée. Après l'arrestation de Nicolas, son histoire sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas contacté les services d'urgence pendant près de 5 heures allait changer. Après avoir d'abord dit qu'il consolait sa femme bouleversée, il affirmait désormais autre chose. C'était la faute d'Andrea si l'appel n'avait pas été passé plus tôt parce qu'elle voulait s'enfuir. Andrea, en revanche, affirmait que Nicolas ne lui avait pas permis de passer l'appel téléphonique parce qu'il voulait enterrer le corps d'Isabella dans le jardin, puis s'enfuir chez ses parents en Virginie. Elle aurait dit à son mari qu'il ne pouvait pas faire cela, car le corps de la petite fille pourrirait. Quelle que soit la version vraie, il semble que les parents aient finalement décidé de sortir Isabella de son petit espace de 1,5 m sur 1,5 m où elle dormait habituellement, la traîner sur son matelas à travers la pièce, puis de mettre en scène sa mort comme si elle était décédée là. Ils ont ensuite raconté l'histoire selon laquelle ils l'avaient trouvée inconsciente à 7 h du matin. À l'heure actuelle, la cause officielle du décès d'Isabella est inconnue car le médecin légiste n'a pas encore terminé son autopsie. Et quand ce sera fait, j'espère que cela entraînera des poursuites contre sa mère. Comme je l'ai déjà dit, la maltraitance continue de cette petite fille est assez évidente. En regardant les photos, il y avait au moins une photo prise à Disneyland quelques semaines avant la mort de la fillette de 5 ans. Et je n'arrive pas à croire qu'ils l'ont emmenée en public comme ça. Elle a l'air tellement mal nourrie, blessée et pas correctement prise en charge. Il y a donc eu beaucoup de spéculations en ligne, disant que la petite Isabelle était peut-être visée parce qu'elle était le fruit de la liaison de sa mère. Cependant, même si cela peut sembler être une explication raisonnable, cela n'a pas été confirmé. Et beaucoup pensent que la petite fille ressemble beaucoup à son père. Peu de temps après la mort d'Isabelle, le 17 avril, Andrea a quitté la maison familiale, emportant de nombreux objets avec elle. Ses autres enfants avaient déjà été retirés de sa garde. Et il semble que la mère n'ait eu aucun problème à retourner dans la maison où sa petite fille venait de mourir, et à y vivre pendant quelques semaines également. La propre mère d'Andrea, Diana Conger, l'a laissée vivre chez elle depuis lors. Et elle a également publié en ligne pour la défendre, affirmant que sa fille était une victime de violences conjugales de la part de son mari, Nicolas. Donc, elle ne devrait pas être tenue responsable de la mort d'Isabella, ce qui est complètement absurde. Diana a également essayé de dire que lorsqu'elle a vu Isabella en janvier, seulement quelques mois avant sa mort, elle était en bonne santé et allait bien. Depuis le décès d'Isabella, des manifestations menées par Ashley Vinay, la tante du fils aîné d'Andrea Loving, ont eu lieu pour réclamer justice pour la petite Isabella, ainsi que pour des changements dans le système de protection de l'enfance. Ashley et d'autres avaient déjà signalé la situation de la fillette de 5 ans chez ses parents. Cependant, le dossier de la famille auprès des services de protection de l'enfance avait été clos 1 mois avant sa mort. La tante et d'autres manifestants exigent que les travailleurs sociaux liés à l'affaire Isabella rendent des comptes. Elles veulent aussi que sa mère, Andrea, soit arrêtée et inculpée. Malgré tous les dossiers ouverts, les enfants n'ont jamais été retirés. Elle tient une maison propre, garde de la nourriture et souvent, c'est tout ce qu'ils considèrent. Ils vont dans le salon, la cuisine, les chambres, ça a l'air bien. D'accord, on va partir. Mais je ne comprends pas comment quelqu'un peut simplement entrer et voir un enfant mal nourri, des bleus sur tout le visage et des croûtes partout sur le visage et dire « Vous faites du bon travail ». Ashley Vinay, qui dit qu'elle était proche de cette famille aimante, affirme cela. Dans ce cas, plusieurs signalements avaient été faits concernant le bien-être des enfants. Certains signalements, elle les a faits elle-même et elle dit que le système a échoué. Isabella... Des témoins américains, nous qui sommes proches de la famille, et j'étais proche de cette famille aimante,
Nous avons fait des signalements encore et encore au fil des années et ils n'ont pas été pris au sérieux et nous ne pouvons pas aller les enlever. Malheureusement, même si j'aimerais pouvoir le faire. Elle dit qu'une solution à ce problème serait que, s'il y a plusieurs signalements faits à la protection de l'enfance pour des incidents comme ceux-ci, il faudrait retirer les enfants du foyer. À ce moment-là, Il y a eu beaucoup d'incidents où des enfants ont été tués par leurs parents à cause de la protection qu'ils ne reçoivent pas. et Vinay dit que parfois les gens pensent qu'ils ne risquent rien s'ils font un signalement, que personne ne les croira, mais elle dit « faites le signalement quand même ». Continuez à signaler, même si vous pensez que cela ne servira à rien. Tout ce qui vous semble suspect, signalez-le et continuez à signaler si nécessaire. Espérons que les lois seront modifiées après cela. Il milite maintenant aussi pour la loi Isabella, qui exigerait davantage de contrôle inopiné du bien-être dans les foyers. Là où il y avait déjà eu des cas de CA, oui, j'ai bien dit des cas précédents, parce qu'apparemment Nicolas Loving avait été condamné pour CA en 2014. En ce qui concerne le fils aîné d'Andrea, le couple ne sortait ensemble que depuis quelques mois à ce moment-là. Quand Nicolas avait mordu le tout petit et lui avait cassé le bras après ce qu'il avait prétendu être une tentative de le sortir de force de la baignoire. Suite à cet incident, Andrea aurait supplié les tribunaux de ne pas l'envoyer en prison. Ensuite, elle a épousé ce monstre et a eu 4 autres enfants avec lui également. Le juge de l'époque n'a donné à Nicolas que 5 ans de probation parce qu'il avait un emploi à temps plein et semblait plein de remords. Et après cela, Nicolas et Andrea ont d'une manière ou d'une autre obtenu 50% de la garde du fils aîné d'Andrea, Ashley. Vinay a également déclaré qu'il y avait de nombreuses occasions où elle était au téléphone avec Andrea et qu'elle l'entendait crier après ses enfants. Elle sait aussi que la mère demandait souvent à Nicolas de partir plus tôt du travail car elle ne gérait pas les enfants seuls. Ashley a ajouté que les propos de la mère d'Andrea, affirmant que sa fille avait subi des violences conjugales, étaient absurdes. Elle n'avait jamais semblé avoir peur de Nicolas, mais parlait toujours de lui comme d'un mari et d'un père formidable. Des femmes dont les enfants jouaient avec elle. Les grandes sœurs d'Isabella ont dit que la petite fille n'avait pas le droit de jouer avec d'autres enfants et qu'elle ne l'avait jamais vue être nourrie non plus. Au lieu de cela, la mère et le père gardirent la petite Isabella à l'écart de tout le monde. Si quelqu'un essayait de lui parler, il l'interrompait rapidement. C'en était même au point que si Isabella avait froid et que quelqu'un lui proposait une couverture, les parents la refusaient. Selon une bibliothécaire de l'école, chaque fois qu'elle voyait cette famille aimante, Isabella ne sortait jamais de sa poussette. Elle savait que la famille était étrange, mais pensait toujours que la petite fille était malade. La bibliothécaire a malgré tout signalé Isabella au service de protection de l'enfance après avoir vu un bleu sur son visage. Un élément révélateur sur le traitement de la fillette de 5 ans à la maison apparaît dans certaines publications de sa mère, Andrea, sur les réseaux sociaux, notamment autour de Noël. En lien avec la poupée L'elfe sur l'étagère, on ressent une ambiance plutôt étrange. Beaucoup des petits mots qu'elle écrivait aux filles de la part de l'elfe visaient Isabella en particulier pour son mauvais comportement, ou bien oubliaient complètement de la mentionner. Dans une lettre, Andrea écrit « Tout le monde ira mieux. Si plus de respect est montré, maman et papa doivent aussi montrer plus de respect. Le Père Noël n'est pas content, mais il est prêt à donner une seconde chance à notre maison. Faites attention cependant, car il n'y aura pas de 3e chance. » La lettre, dans laquelle Andrea n'arrive même pas à écrire correctement le nom de son propre enfant, continue en disant « Et dis-le à ton papa. S'il me touche encore une fois, je vais prendre sa ceinture et il saura ce que ça fait. » Un autre mot de l'elfe dit « Waouh, il y a tellement de tristesse ici dans une maison censée être joyeuse. J'ai été touchée par ton papa. Je n'ai pas été blessée, mais je ne sais pas ce que le Père Noël dira, ou ce qu'il pensera du fait que maman soit contrariée. » Donc, il semble que la mère ait utilisé l'elfe pour menacer ses enfants au lieu d'en faire un jeu amusant, comme cela devrait l'être. Sans parler des mots qu'elle utilise dans beaucoup de ses lettres, qui donnent juste une impression désagréable et bizarre. Après sa mort, un mémorial a été érigé devant la maison où la petite Isabella, âgée de 5 ans, avait autrefois vécu. Des gens ont laissé des ballons, des fleurs, des bougies et des peluches en sa mémoire. De nombreux habitants de Cold Springs ont également attaché des rubans roses dans la ville et sur leurs véhicules en souvenir d'Isabella, ainsi que pour symboliser la lutte pour obtenir justice pour elle. Le soir du 11 avril 2025, une veillée aux chandelles a été organisée pour Isabella Loving,
âgée de 5 ans. Les organisateurs ont demandé aux gens de laisser leur lumière de Porsche allumée pour elle. Ils les ont également encouragés à remplacer leurs ampoules par des lumières roses et violettes, car c'était ses couleurs préférées. Des centaines de personnes se sont réunies à Cold Springs vendredi pour honorer une jeune vie disparue trop tôt. C'est totalement incroyable. Je veux dire, il n'y a tout simplement pas de mots pour décrire ce que les gens ressentent. C'est horrible. Ça m'a brisé le cœur parce que tout d'abord, j'ai pensé à toutes ces années de maltraitance et à la peur qu'elle a dû ressentir. Je sais que des gens avaient contacté les services de protection de l'enfance et que l'affaire a été classée, et il y a beaucoup d'indignation à ce sujet. Cela m'a bouleversée et comme thérapeute, j'ai signalé plusieurs fois aux services de protection de l'enfance sans qu'aucune mesure ne soit prise, alors que cela aurait pu être évité. Ashley Vinnie connaissait Isabella Loving et affirmait que la fillette de 5 ans, d'habitude rayonnante, semblait s'assombrir. Isabella était vraiment une petite fille belle, intelligente et souriante, du moins quand elle pouvait en profiter. En juillet 2025, le bureau du médecin légiste du comté de Washoe a annoncé qu'il avait terminé son enquête sur la mort d'Isabella. Il a été déterminé que la fillette de 5 ans était décédée des suites d'une pneumonie bactérienne. De multiples blessures par objets contondants, la malnutrition, la déshydratation et la négligence médicale étaient également des facteurs importants ayant contribué à sa mort. Merci. Merci. À ce moment-là, la mère d'Isabella, Andrea Loving, qui n'avait pas été arrêtée auparavant, l'a été. Elle a été inculpée pour avoir causé des blessures corporelles importantes en Californie et sa caution a été fixée à 2 millions de dollars, mais Andrea n'avait toujours pas été inculpée de meurtre. Mais ne vous inquiétez pas, cela est arrivé quelques mois plus tard, en décembre 2025 maintenant, elle fait face à une accusation de meurtre au premier degré. Le père d'Isabella et les accusations contre Nicolas ont également été requalifiés en meurtre. Les enquêteurs ont trouvé des messages textes qui montraient qu'Andrea avait contribué aux violences physiques subies par Isabella, qui ont duré de décembre 2022 à avril 2025. Et cela incluait souvent qu'Andrea ne donnait à Isabella qu'un seul morceau de pain comme alimentation quotidienne. Les messages textes montraient qu'Andrea demandait plusieurs fois à son mari Nicolas si elle avait la permission de nourrir l'enfant, mais la plupart du temps, la réponse était non. Les preuves montraient aussi qu'Andrea avait fait des recherches sur Google, comme insuffisance rénale, sang foncé provenant d'un furoncle en l'éclatant, mon enfant de 5 ans urine du sang, combien de temps peut-on survivre sans manger, et signe que mon enfant est en train de mourir. C'est incroyable. Tout cela au lieu de chercher une aide médicale pour la pauvre Isabelle. Depuis l'arrestation d'Andrea, des photos ont été publiées en ligne montrant le casier en bois fermé à clé, de 1,5 m sur 1,5 m, où Isabelle était forcée de dormir pendant que ses frères et sœurs dormaient dans un grand lit queen size confortable. En parlant de ses frères et sœurs, il est allégué qu'Andrea leur aurait dit de mentir à la police et au service de protection de l'enfance, en leur demandant d'accuser un autre frère ou une autre sœur pour les blessures d'Isabelle. Lorsque l'on a demandé à Andrea pourquoi elle avait laissé la maltraitance d'Isabelle durer aussi longtemps, elle a répondu qu'elle n'avait pas d'autre explication que le fait qu'elle pensait que Nicolas pourrait aussi lui faire du mal. Elle a dit qu'elle aurait dû l'arrêter, mais ne l'a pas fait. Andrea a admis avoir laissé Nicolas donner des coups de pied à l'enfant dans ses parties intimes, dans le dos et sur les jambes, alors qu'il portait des bottes. Elle a également dit à la police qu'elle avait essayé d'emmener sa fille chez le médecin, mais Nicolas lui avait dit qu'elle ne pouvait pas le faire. La dernière visite connue de la petite fille chez un pédiatre remonte à octobre 2022. Andrea et Nicolas n'avaient jamais inscrit Isabelle à l'école, même si elle était en âge d'y aller, probablement parce qu'ils voulaient cacher les mauvais traitements. On dit qu'Andrea aurait dit à son mari qu'Isabelle méritait ces mauvais traitements et qu'elle voulait que ce soit lui qui les inflige. Une voisine de la famille, prénommée Laurie, a déclaré qu'elle avait vu Isabelle dans les mois précédant sa mort et qu'elle portait un masque facial. Andrea a expliqué cela en disant qu'il s'agissait d'un diagnostic de leucémie, ce qui était absolument faux. Après le décès de la fillette de 5 ans, Laurie a eu l'occasion de visiter la maison des Loving. À l'intérieur,
elle a remarqué des caméras de sécurité, des portes qui se verrouillaient de l'extérieur et des conditions insalubres, en particulier dans la salle de bain principale. Laurie a également remarqué qu'Isabella avait beaucoup moins de vêtements que ses frères et sœurs. Andrea et Nicolas, les audiences préliminaires de Loving sont prévues pour le 6 février 2026 Ilshore. En plus de la veillée aux chandelles qui avait déjà été organisée pour Isabella, une croisière commémorative a également eu lieu en son honneur le dimanche 29 juin 2025. Environ 50 motards et 30 voitures ont pris la route près de Cold Spring Park et le cortège a descendu l'US 395 jusqu'au centre-ville de Reno. Beaucoup portaient du rose pour Isabella, car selon les organisateurs de l'événement, c'est la couleur de l'amour et du souvenir.